L'examen de l'abdomen, c'est bien plus qu'un simple check-up. C'est une véritable enquête, un travail de détective. Et comme toute bonne enquête, tout commence par une question simple, mais absolument fondamentale. Voilà. Où avez-vous mal? Cette question, c'est la toute première étape. C'est ce qui permet de commencer à dessiner une carte de l'abdomen pour essayer de trouver l'origine du problème. C'est vraiment le point de départ de tout le raisonnement clinique. Pour bien comprendre cette enquête, on va suivre le parcours ensemble, en 6 grandes étapes. On va décortiquer la logique de l'examen clinique, depuis l'écoute de ce que la personne ressent, jusqu'au plan de traitement. C'est parti. On commence donc avec l'interrogatoire. Il faut savoir que la source d'information la plus riche, la plus précieuse, c'est l'histoire que raconte la personne elle-même. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Alors, pour s'orienter, imaginez que l'abdomen est divisé en 9 régions, 9 cadrans. C'est une sorte de carte qui permet de localiser très précisément une douleur et de la mettre en relation avec les organes qui se trouvent juste en dessous. L'épigastre, les hypochondres, les fossés iliaques, chaque zone nous raconte quelque chose de différent. Mais avoir mal, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors comment on décrit une douleur précisément? Eh bien, les médecins utilisent une méthode systématique pour ne rien oublier. Quand a-t-elle commencé? Est-ce que c'est intense? Est-ce que ça ressemble plus à une crampe ou à une brûlure? Est-ce que c'est lié au repas? Chaque détail est un indice qui aide à construire le profil de la maladie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il existe des schémas de douleur très classiques. Par exemple, une douleur dans la région de l'épigastre, qui ressemble à une faim intense et qui, bizarrement, est calmée quand on mange. Ça fait tout de suite penser à un ulcère. Une douleur très forte sous les côtes à droite, juste après un repas un peu gras, là on pense plutôt à la vésicule biliaire. Vous voyez, la localisation, la sensation et ce qui déclenche la douleur sont des guides extrêmement précieux. Après avoir écouté, on passe à l'examen physique. Et la toute première étape, c'est tout simplement l'observation. Regardez. Rien qu'en regardant, un abdomen peut révéler énormément de choses. Est-ce qu'il est gonflé, distendu par des gaz? Est-ce qu'on voit des cicatrices qui racontent des opérations passées? Une coloration jaune de la peau, ce qu'on appelle un ictère, peut orienter vers un problème de foie. Même la présence de veines très visibles peut être le signe d'une maladie hépatique avancée. Ensuite, on passe à la palpation. C'est l'art de sentir ce qui est invisible. C'est le moment clé où le médecin va utiliser ses mains pour explorer les organes, chercher des anomalies, des masses, des douleurs que l'œil ne peut absolument pas voir. Et là, il y a une distinction qui est vraiment cruciale. On a d'un côté la défense. C'est quand les muscles se contractent au moment où on appuie. Un réflexe qui signale une irritation locale. Et puis, il y a la contracture, qu'on surnomme le ventre de bois. Là, la paroi est rigide, tout le temps, impossible à détendre. C'est un signe de grande gravité qui nous alerte sur une possible péritonite, une urgence chirurgicale majeure. Certains points sur l'abdomen sont de véritables signatures. Une douleur très précise juste ici, au point de McBurney, qui se situe entre le nombril et l'os de la hanche droite, eh bien c'est un signe extrêmement évocateur d'une appendicite. Un autre signe classique, c'est le signe de Murphy. Le principe est simple. Le médecin place ses doigts sous les côtes, à droite, et demande à la personne de prendre une grande inspiration. Si la douleur est si vive qu'elle coupe la respiration nette, le signe est positif. Et ça pointe très très fortement vers une inflammation de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle une cholécystite. La palpation sert aussi à évaluer la taille des organes, comme le foie. Un foie qui dépasse une certaine taille, c'est le signe d'une maladie. On parle alors d'hépatomégalie. Pour être précis, on la mesure avec ce qu'on appelle la flèche hépatique, qui en temps normal ne doit pas dépasser 12 cm. Pour finir l'examen, on va utiliser 2 dernières techniques qui, cette fois, font appel à l'ouïe, la percussion et l'auscultation. On va écouter ce que l'abdomen a à nous dire. La percussion, ça consiste à tapoter sur l'abdomen pour écouter le son que ça produit. Un son creux, comme sur un tambour, on appelle ça le tympanisme, ça indique qu'il y a de l'air, du gaz. Au contraire, un son mat, plein, signale soit un organe solide, comme le foie, soit la présence de liquide, par exemple dans le cas d'une ascite. Et enfin, avec le stéthoscope, on écoute les bruits de l'intestin, les fameux bruits hydroaériques. Un silence complet de l'abdomen, c'est très anormal. Ça peut indiquer que l'intestin est paralysé. À l'inverse, des bruits très forts, un véritable vacarme, peuvent signifier que l'intestin est en train de se battre contre un obstacle mécanique. Bon, maintenant qu'on a recueilli tous ces indices, il est temps d'assembler les pièces du puzzle. C'est là que la magie opère. Les signes et les symptômes se combinent pour former un tableau clinique reconnaissable, ce qu'on appelle un syndrome. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, au moins de nom, pour illustrer comment tout ça s'articule. L'appendicite. Alors, le scénario classique de l'appendicite, c'est quoi? C'est une douleur qui commence autour du nombril, puis qui migre en bas à droite. On a aussi des nausées, une petite fièvre. Et à l'examen, on retrouve quoi? La fameuse douleur au point de McBurney, une défense abdominale. Chaque indice, de l'interrogatoire jusqu'à la palpation, converge vers un seul et même diagnostic.
Un autre exemple d'urgence abdominale, c'est l'occlusion intestinale. Pour faire simple, c'est un blocage mécanique de l'intestin. Les aliments et les liquides ne peuvent plus passer, et ça demande une intervention très rapide. Et là encore, l'examen clinique est redoutablement efficace pour faire la différence entre une occlusion haute, au niveau de l'intestin grêle, et une occlusion basse, qui touche le côlon. Des vomissements qui arrivent très vite et une douleur centrale, ça oriente vers une occlusion haute. Alors qu'un arrêt du transit et un ventre qui gonfle sur les côtés, en cabre, ça pointe plutôt vers une occlusion basse. Voilà, le diagnostic est posé. L'étape suivante, bien sûr, c'est de passer au traitement. Et très souvent, la toute première priorité, c'est de soulager la douleur. Pour gérer la douleur, on utilise une approche par palier, un peu comme une échelle de puissance. On commence toujours au palier 1 avec des antalgiques simples, comme le paracétamol. Si ce n'est pas suffisant, on passe au palier 2 avec des médicaments un peu plus forts, les opioïdes faibles, et pour les douleurs vraiment très intenses, on monte au palier 3 avec les opioïdes forts comme la morphine. L'objectif est simple, adapter la puissance du traitement à l'intensité de la douleur. Finalement, on voit bien que l'examen digestif est un véritable art de l'écoute. Il s'agit de savoir décoder les signaux, parfois subtils, que le corps nous envoie. C'est une compétence essentielle qui mélange la connaissance, l'observation et le toucher. L'abdomen nous parle. Toute la question est de savoir si on prend le temps de bien l'écouter.